Dans 10 ans, une sombre prophétie plane sur le royaume fédéral de l'Est. Le royaume est destiné à être détruit par une femme mystérieuse dotée d'une immense puissance destructrice. Ce cataclysme sera provoqué par les mains de 5 individus puissants connus sous le nom de Grands Péchés. Leur force combinée entraînera la ruine totale du royaume. Afin d'empêcher que cela ne se produise, un jeune homme élabore un plan pour intervenir, et il décide que le seul moyen d'empêcher cet avenir est de devenir lui-même le protecteur des 5 grands péchés. Cependant, il se rend maintenant compte que la responsabilité qu'il a assumée est devenue beaucoup plus importante qu'il ne l'avait jamais imaginé. L'histoire revient ensuite sur le début de son voyage, le montrant dans une pièce somptueuse. Il se souvient d'avoir été un employé de bureau surmené avant de posséder soudainement le corps d'un noble dans un monde fantastique. Il a du mal à lire un livre, jusqu'à ce qu'un serviteur lui fasse remarquer qu'il le tient à l'envers. Il est analphabète et impuissant dans ce nouveau monde. Malgré ses inconvénients, il est accueilli avec un grand festin, découvrant le luxe qui accompagne son nouveau statut de noble. Après avoir savouré le délicieux repas, une femme de chambre l'informe qu'elle l'aidera à préparer son bain pour la soirée. Il se retrouve choyé par 2 femmes de chambre, réalisant qu'il peut vivre une vie confortable et inutile en tant que jeune maître, et le jeune homme se dit que c'est la vie parfaite, même s'il n'a aucune idée d'où il se trouve. Pendant le bain, une femme de chambre lui dit de se coucher tôt car les autres jeunes maîtres reviendront demain, ce qui le déconcerte, et elle précise qu'elle veut dire les jeunes maîtres Léo Antonio, et elle se demande pourquoi il semble ne pas connaître sa propre famille. En entendant ces noms, le jeune homme ressent un sentiment étrange et inquiétant de familiarité. La soudaine réalisation le fait paniquer et plonger sa tête sous l'eau, surprenant les 2 femmes de chambre. Alors que son esprit s'emballe, il arrive à une conclusion horrible sur l'endroit où il s'est réincarné. Il est né à nouveau dans le monde d'une histoire qu'il connaît appelée psychédélique. Il se souvient de sa vie passée, où il a passé d'innombrables heures à jouer à un jeu appelé psychédélique sur une console portable. En tant que joueur invétéré, il était complètement absorbé, entouré de canettes de boissons vides tout en maîtrisant tous les aspects du jeu. Les principaux antagonistes étaient les 5 grands péchés, des individus puissants représentant la colère, l'avarice, la paresse, l'orgueil et l'obsession. Il se souvient également de la maison palatiale corrompue dirigée par un patriarche maléfique et ses 2 fils Valna, Léo Antonio. Maintenant, il s'effondre à genoux en réalisant qu'il s'est réincarné dans cette même famille. Il se souvient d'une sous-quête spécifique où le joueur devait enquêter sur l'organisation criminelle de la famille, Avalon. Debout devant l'immense manoir Palacio, le décor du jeu est maintenant une réalité terrifiante. Il est Alan Palacio, le 3e fils jetable de la famille et un méchant supplémentaire, destiné à être l'une des premières victimes des 5 péchés. Il se tient sur son lit en désespoir de cause, souhaitant pouvoir revenir à son ancienne vie d'esclave salarié surmené. La vie de luxe n'a aucun sens quand il sait qu'il est destiné à mourir dans 10 ans, une sombre réalité à laquelle il ne peut échapper. Il s'interroge sur sa terrible chance, se demandant pourquoi il est né à nouveau en tant que personnage impuissant alors que d'autres obtiennent des capacités spéciales. Mais alors une nouvelle pensée émerge, sachant que l'avenir est un avantage puissant, faisant de lui une sorte de prophète. Avec cette prescience, il se demande s'il peut simplement éliminer les causes profondes de la destruction du monde. Il se souvient du principal méchant, l'incarnation de la colère, qui joue un rôle central dans la chute du royaume, et il se souvient également des 4 autres individus qui finiront par devenir le reste des 5 grands péchés. Et donc il se dit qu'il devrait être possible d'intervenir et de changer leur destin puisqu'ils sont tous encore des enfants dans la chronologie actuelle. 2 mois passent, et Alan a déjà mis son plan à exécution, en commençant par sauver des orphelins d'un centre d'expérimentation. Son chevalier, Evan, lui fait son rapport, confirmant que la gestion de l'orphelinat a été confiée à une fille nommée Uchiha. Alan félicite son chevalier, déclarant que ses yeux étaient précis et qu'Evan est incroyablement compétent dans son travail. Le chevalier semble surpris par le compliment, alors Alan doit confirmer qu'il est sincère. Et Alan force un large sourire, disant à son chevalier qu'il se réjouit de poursuivre leur travail ensemble. Bien qu'Evan trouve l'expression troublante, le jeune noble réfléchit au fait que posséder ce corps est étrange, comme si la nouvelle âme n'habitait que son esprit, pas son visage. Evan remercie son maître pour les éloges. Le chevalier est un personnage rare dans Psychédélique, connu pour sa loyauté inébranlable malgré les trahisons. Le chevalier demande si la mission était de sauver la fille nommée Yusha. Après qu'Allen ait confirmé, son compagnon dit qu'il comprend pourquoi, même avec sa longue expérience de mercenaire, Evan pouvait dire que la jeune fille était loin d'être ordinaire. Il se souvient l'avoir trouvée, elle et d'autres enfants, emprisonnés et enchaînés dans une cellule sombre et crasseuse. Et donc Yusha était si puissante qu'il ne pouvait pas comprendre pourquoi elle s'était rendue et s'était laissée capturer. De retour dans le présent, Evan demande pourquoi Allen l'a laissée à l'orphelinat au lieu de l'amener au manoir. Le jeune maître convient que c'est un bon point. Cependant, Allen pense que la laisser là, même si cela peut sembler de la négligence, est un élément crucial de son plan. Il sait qu'Ushablucia est une non-humaine qui finira par conclure un contrat avec un être d'un autre monde pour acquérir une immense puissance. Ce contrat est ce qui la transformera finalement en colère, l'un des terrifiants 5 grands péchés. En la laissant grandir en paix à l'orphelinat, Allen pense avoir réussi à désamorcer une menace majeure future, en s'éclaircissant la gorge.
il essaie de trouver une excuse vague pour satisfaire la curiosité de son chevalier, et il dit simplement à son compagnon que ce n'est pas encore le moment, en adoptant un ton sérieux et mystérieux. Le chevalier est confus par la réponse énigmatique, se demandant ce que son maître veut dire par là. Après un moment de silence, Alan demande à Evan d'assurer le secret et de fournir à l'orphelinat des fonds suffisants, puis il remet à son chevalier une lettre, lui disant de la remettre personnellement à Yusha. Evan prend l'enveloppe, demandant si son contenu est important, et Alan explique qu'il veut rassurer la jeune fille après l'épreuve difficile qu'elle a traversée, et le chevalier promet de la remettre. Alors que son compagnon s'éloigne, le jeune noble regarde par la fenêtre, espérant que sa lettre fera une différence. Alan se souvient d'une scène du jeu où un archevêque essaie d'utiliser un sort pour se lier d'amitié et calmer la jeune fille non humaine. Dans l'histoire du jeu, l'archevêque chante le sort, tentant d'apaiser la puissance du péché de la colère. Cependant, ses efforts sont vains alors que la jeune fille se tient devant lui, sa transformation déjà achevée. Sur fond de lune rouge sang, elle libère son pouvoir dévastateur, prouvant l'inefficacité du sort, et ainsi sa transformation est irréversible, une corne démoniaque poussant de sa tête alors qu'elle déclare qu'il est trop tard. Dans la chronologie originale, la tentative de la calmer échoue complètement, menant directement à une bataille de boss majeur. Mais dans cette nouvelle réalité, Alan s'étire, confiant qu'il n'est pas trop tard. Il décide qu'il est temps de passer à sa prochaine cible. Il pense que la méthode de l'archevêque était ridicule, mais elle pourrait fonctionner sur les fanatiques qui vénèrent les dieux d'un autre monde. Le jeune noble trouve leur façon de penser difficile à comprendre, les considérant comme rien de plus que des fanatiques. Pendant ce temps, à l'orphelinat, Yusha se tient seule, tenant la lettre qu'elle a reçue d'Alan. Evan la regarde de loin, choqué par la quantité incroyable de mana qu'il sent rayonner de l'enfant. Il la trouve troublante, notant qu'elle semble être complètement dépourvue d'émotion, sa présence créant une aura étrange. La jeune fille se tourne vers lui et lui demande s'il est vrai que Monsieur Allen est celui qui a envoyé la lettre. Son aura s'intensifie avec une lueur rouge alors qu'elle demande avec insistance pourquoi il ne voulait pas qu'elle soit à ses côtés. Le chevalier est paralysé par sa présence écrasante, luttant pour trouver une réponse à sa question intense, et il réalise avec terreur que manifester du mana d'une telle manière n'est possible que pour ceux qui ont atteint le royaume du maître. Soudain, les mots énigmatiques de son maître résonnent dans son esprit, et il comprend enfin ce qu'Alan voulait dire par ce n'est pas encore le moment. Bégayant, il explique qu'en ce qui concerne le timing, Yusha semble accepter la réponse, et son aura puissante s'estompe. Elle serre la lettre contre elle, reconnaissant les mots du sort comme une promesse secrète, et accepte la volonté de son nouveau maître. Et ainsi le chevalier est laissé stupéfait et s'envoie alors que l'immense pouvoir de la jeune fille disparaît aussi vite qu'il est apparu. Elle sourit sous la lune rouge, comprenant maintenant pleinement les intentions de son nouveau maître et acceptant son commandement. Pendant ce temps, de retour au manoir, Alan se sent soulagé, pensant qu'il a réussi à prolonger un peu sa durée de vie. Il s'endort, se sentant motivé par la lune brillante et prêt à concentrer ses efforts sur le sauvetage du prochain enfant. Sa lettre faisait référence à une tradition locale consistant à placer des fleurs de prime-vert sur de vieilles cicatrices, un geste de paix pour les défunts. Et quelque temps plus tard, alors qu'il cherchait des informations dans la bibliothèque, une grande pile de livres lui tombe soudainement dessus. Alors qu'il cherche des indices sur le troisième boss, Even entre dans la pièce pour annoncer que le deuxième enfant a été sauvé. Allen demande rapidement si l'enfant a été traité avec gentillesse. Son chevalier confirme que le sauvetage a eu lieu dans un marché d'esclaves illégal. Au moment où Evan parle, la porte de la bibliothèque s'ouvre brusquement, interrompant leur conversation. L'intrus est Tonio Palacio, le deuxième frère d'Alan, arrogant et musclé, qui entre avec un sourire narquois et met immédiatement son jeune frère dans une prise de tête, se moquant du garçon analphabète qui fait semblant d'étudier. Alan note intérieurement à quel point son frère est ennuyeux. Il veut riposter, mais il sait qu'il doit l'endurer pour son plan. Et jouant le rôle du faible, il s'incline bas vers le sol et dit qu'il va quitter la bibliothèque immédiatement. Antonio pose son pied sur le dos de son frère, mais un poignard vole soudainement juste devant sa tête. La lame s'enfonce profondément dans la bibliothèque en bois à quelques centimètres de son visage. Une silhouette se tient dans l'encadrement de la porte et se plaint du bruit, ce qui incite Tonio à regarder avec choc. Le nouveau venu est Léo Palacio, le premier fils. Il leur dit de s'en aller. Ne voulant pas voir de sang le matin, Léo dit froidement à son frère de laisser tomber son attitude, ajoutant qu'il sent la drogue alors que les deux se regardent fixement. Alan se souvient de la quête du jeu, réalisant que le pouvoir criminel de la famille est bien plus grand qu'il ne l'avait prévu. Au cœur de la corruption familiale, les deux frères maléfiques sont enfermés dans une lutte de pouvoir acharnée. Léo, le roi de la prostitution, Antonio, le roi de la drogue, se battent constamment pour le contrôle de l'empire de leur père. Antonio Rucking gère un cartel de drogue à grande échelle, ce qui ajoute à la corruption profondément enracinée de la famille. Réalisant qu'il ne peut pas se permettre de s'en prendre à ses dangereux frères, Alan saisit rapidement son chevalier et s'enfuit de la bibliothèque. Une fois en sécurité, Evan réconforte son maître qui réaffirme son plan d'agir comme un enfant faible et incompétent pour survivre. Alan s'effondre sur un canapé voisin, épuisé. Son chevalier remarque alors que le deuxième enfant sauvé semblait également loin d'être ordinaire,
et le jeune maître est allongé sur le canapé tandis que son fidèle compagnon se tient au-dessus de lui, l'observant silencieusement. Le chevalier est profondément perplexe, se demandant comment son maître apparemment inutile connaît les marchés d'esclaves illégaux et les expériences secrètes, et il en conclut donc que son maître lutte pour se maintenir sous l'immense pression de ses secrets et de ses plans. Alan confirme que le deuxième enfant a été envoyé en toute sécurité à l'orphelinat, tout comme le premier. Il pense que le garçon n'est pas seulement extraordinaire. Il est une future catastrophe aux proportions cataclysmiques. L'histoire se déroule au sein d'un royaume uni, sa nation centrale et la plus puissante étant le royaume Calian. L'enfant sauvé est Dysma Calian, une figure clé du jeu qui est destinée à devenir le deuxième boss. Après avoir été vendu comme esclave et avoir subi d'innombrables abus, il se transforme finalement en l'incarnation du péché de paresse. Cette transformation éveille un pouvoir terrifiant et destructeur chez le jeune garçon tourmenté. Son énergie libérée est capable de provoquer d'immenses dévastations, nivelant tout sur son passage. Allen se souvient que malgré son titre, Deus était une personne travailleuse, c'est pourquoi il a insisté pour qu'Evan traite le garçon avec gentillesse. Il explique qu'envoyer Dusk à l'orphelinat était un autre exemple de ce qui n'est pas encore le moment, ce que son chevalier comprend maintenant. Evan demande si la lettre à Yusha concernait le deuxième enfant. Alan confirme que c'était le cas avec quelques petites conversations supplémentaires. Il avait demandé à Yuxia de s'occuper de l'enfant légèrement malade et de lui confier le bien-être des garçons. À l'orphelinat, Dust se tient seul sous le clair de lune, l'air isolé et retiré du monde, et juste à ce moment-là, quelqu'un s'approche du garçon solitaire par derrière, ses pas résonnant dans la nuit calme. Yushi observe l'état brisé du garçon, remarquant les cicatrices et les marques qui recouvrent son corps fragile. Elle reconnaît les traces de cela, l'influence sombre qui a clairement eu des conséquences sur lui. Le jeune garçon lève les yeux vers elle et lui demande si c'était la chèvre noire, sa voix remplie d'un vide obsédant. Avec un sourire sinistre, Yushia le félicite, lui disant que la grande lune l'a encore choisi malgré son état, et elle l'encourage à sentir le pouvoir qui lui a été donné et à libérer tout son potentiel caché, et elle lui tend la main, lui faisant une offre tentante sous la lumière de la pleine lune. S'il reste fidèle et suit les ordres de leur nouveau maître, elle lui promet qu'il aura sa vengeance. Alors que son immense pouvoir s'éveille, elle décide qu'il est temps de renvoyer sa première réponse à Alan. Elle rédige une lettre, commençant par une salutation légère et une mise à jour sur la situation à l'orphelinat. De retour au manoir Palacio, la matinée paisible est sur le point d'être brisée par un chaos soudain. Alors qu'Alan continue sa recherche d'informations, Evan fait irruption dans la bibliothèque en état de panique, criant qu'il y a de gros problèmes. Il a du mal à prononcer les mots, essayant de signaler que le deuxième jeune maître a connu un sort terrible. Alan se tourne vers son chevalier, confus par l'agitation soudaine et le regard paniqué sur le visage de son compagnon, et il est révélé que son frère Tonio est déjà mort, son corps gisant immobile sur le sol, et la scène se déplace vers des funérailles élaborées où une petite foule s'est rassemblée pour pleurer le décès du deuxième fils. Le patriarche de la famille, le comte Palacio, est assis entouré de femmes, semblant plus ennuyé que frappé de chagrin. Alan observe la scène avec dédain, notant comment son père s'adonne à la drogue et aux femmes, même aux funérailles de son propre fils. La cause officielle du décès de Tonio est une chute accidentelle, mais Alan sait que c'est différent de ce dont il se souvient dans le jeu. Dans l'histoire originale, Tonio a été tué par son frère aîné Léo, qui s'est ensuite déclaré héritier légitime avec triomphe. Maintenant, Léo se tient près du cercueil, une expression satisfaite sur son visage. Alan sait que le coupable doit être soit lui, soit l'un de ses disciples. Alan se tient devant le cercueil de son frère décédé, son expression illisible alors qu'il contemple la tournure inattendue des événements. Tonio étant parti, la question de la succession est résolue et Léo absorbe le commerce de la drogue, ce qui rend le comté extérieurement plus paisible. En attendant, Allen et Yuxia sont devenus des correspondants, ce qui, selon lui, sera bénéfique à long terme. Il lit ses lettres, apprenant que Deus grandit sans problème et a développé un goût pour le théâtre de marionnettes. Evan informe son maître que la liste des sponsors de l'orphelinat s'est allongée, ce qu'il trouve à la fois inhabituel et positif, et le chevalier rapporte ensuite qu'il a reçu un appel de la guilde de l'information concernant un indice qu'ils ont trouvé. Alan est soulagé, réalisant que l'indice doit être un livre ancien qui le mènera au troisième boss qu'il recherche, et lui et son chevalier sont assis dans une pièce somptueuse, profitant d'un moment de calme avant de se lancer dans leur prochaine mission cruciale. La scène se déplace vers une violente confrontation sombre sur un site de distribution de drogue, avec des cris résonnant dans la nuit, et ainsi deux des hommes de Léo discutent de la façon dont leur organisation a grandi d'une centaine de membres grâce à la générosité de leur maître. Cependant, alors qu'ils traversent le site, ils sont horrifiés de constater que tous leurs camarades gisent morts sur le sol. L'un des hommes sent sa main bouger contre sa volonté, une force étrange le contraignant à dégainer son épée. Il est forcé de tourner sa lame contre son propre compagnon, criant à l'aide alors qu'il perd le contrôle de son corps. Sous la mystérieuse influence, il abat impitoyablement son camarade de gang contre sa propre volonté. Une silhouette sombre et encapuchonnée apparaît alors que le dernier homme tombe après avoir orchestré tout le massacre depuis l'ombre. Maintenant un marionnettiste habile, regarde la scène se dérouler, commentant le spectacle divertissant qu'il a créé. Yushia se tient à côté de lui,
s'interrogeant sur le but de ses actions. Il explique qu'il n'a aucune pitié pour eux car il broie des gens pour créer leur drogue, mais l'acte n'est pas lié à sa propre vengeance. Le garçon révèle que tout cela est une base pour créer un espace où leur maître pourra revenir. Yushi est d'accord, ajoutant qu'ils ne peuvent pas laisser l'endroit être miteux lorsque leur maître arrivera enfin, et deux se comprend. Une vague massive d'énergie rose et blanche jaillit du sol, signalant le début de leur grand plan. Avec leurs pouvoirs combinés, les deux enfants déclarent que tout va maintenant se dérouler selon la volonté de leur maître. Une explosion de lumière aveuglante marque le début de leur prise de contrôle, leur influence se propageant rapidement. Sous la lune bleue, ils promettent leur loyauté, se consacrant à être l'épée de leur maître. Ils laissent derrière eux un cratère massif et tourbillonnant, symbole de leur pouvoir et du début d'une nouvelle ère. 2 ans se sont écoulés depuis qu'Alan est devenu correspondant de Yusha, et ses plans progressent discrètement. Un chevalier épuisé trébuche dans les couloirs du manoir, appelant son jeune maître. Il trouve Alan dans le jardin et s'effondre d'épuisement. Alan salue nonchalamment son chevalier, Yeben, agissant comme s'il était surpris de le voir, et le chevalier lève le pouce depuis le sol, signalant que le 5e et dernier enfant a été envoyé en toute sécurité à l'orphelinat. Alan offre à son compagnon surmené une assiette de snack que le chevalier accepte avec gratitude, et le jeune maître se dit qu'il a été difficile de trouver le 3e péché. Mais grâce à sa connaissance du jeu, tout s'est arrangé à la fin. Il dit à son fidèle chevalier qu'il peut enfin se reposer maintenant que la mission est terminée. Yeben demande si la mission de l'orphelinat est vraiment terminée. Alan confirme que oui, et une vague de soulagement l'envahit alors qu'il lève les yeux vers le ciel. Son compagnon lui demande s'il est heureux, mais note qu'il n'en a pas l'air du tout. Alan s'allonge sur l'herbe, insistant sur le fait qu'il l'est. Il prétend sourire, bien que son expression reste aussi stoïque et illisible que jamais. Avec un coup de poing triomphant dans les airs, il célèbre la réussite de sa longue et ardue mission. Il se dit que les choses se sont passées encore mieux qu'il ne l'espérait. Alors que ses plans se déroulent sans heurts jusqu'à présent, il se souvient des antécédents tragiques des 5 enfants, chacun ayant subi d'horribles expériences et abus. Ils sont tous devenus les 5 grands péchés après avoir enduré leur propre tragédie personnelle et avoir éveillé leurs immenses pouvoirs, et Alan savait donc dès le début que les chances de tous les sauver parfaitement avant que leur tragédie ne frappe étaient incroyablement minces. Se détendant sur l'herbe, Alan demande à son chevalier des nouvelles de l'orphelinat, et celui-ci rapporte que tout se déroule sans heurts. Il ajoute que les enfants, qui étaient comme des poupées cassées au début, se sont considérablement épanouis dans leur nouvel environnement. Alan est heureux d'entendre cela, réalisant qu'ils n'auront pas besoin d'embaucher d'autres personnes pour s'occuper de l'orphelinat. Il est donc surpris que Yushia assume si bien ses responsabilités, ce qu'il attribue à l'attachement de son personnage à l'orphelinat. Il conclut que Shia est une bonne enfant après tout. Son compagnon lui demande ensuite s'il y a quelque chose de spécial dans la lettre, et la lettre détaille comment tous les enfants grandissent magnifiquement et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour d'eux sous les autres. Alan ressent une certaine fierté de voir les 5 futurs péchés grandir normalement, ce qui prouve que l'environnement compte vraiment, et son chevalier lui demande alors quand il compte enfin les rencontrer en personne, lui rappelant qu'il a toujours dit qu'il y aurait un moment pour cela. Alan hésite avant d'admettre qu'il n'a en fait aucune intention de les rencontrer en personne. Il sait qu'il serait bon de se rapprocher d'eux, mais le processus par lequel ils sont devenus des péchés était si horrible et tragique. Il se couvre le visage, admettant que même s'il les a sauvés avant qu'ils ne s'éveillent, il est toujours terrifié par leur potentiel. Il décide que dans 5 ans, il sera peut-être assez sûr de les rencontrer, et son chevalier accepte silencieusement sa décision. Le jeune noble déclare alors que tout ce dont il a besoin maintenant, c'est d'une compétence d'autodéfense pour survivre dans ce monde dangereux. Son compagnon souligne que la magie nécessite du talent, puis lui demande si son maître a entendu parler d'un groupe appelé Lune Bleue. Alan, faisant semblant d'ignorer, dit qu'il n'en a jamais entendu parler, car son chevalier explique qu'il s'agit d'un nouveau groupe qui traque les criminels. Le jeune maître commente que nettoyer les ordures semble être un bon travail, mais les considère comme un groupe temporaire qui ne fait pas partie de l'histoire originale du jeu. Cependant, le chevalier révèle avec une expression de panique que le groupe a apparemment même commencé à tuer des nobles. Alors, feignant une soudaine montée de peur, Alan dit à son compagnon qu'à partir de maintenant, il dormira dans la pièce juste à côté de la sienne. Plus tard dans la nuit, dans un bâtiment isolé et sans prétention, une réunion secrète est sur le point d'avoir lieu. Une silhouette est assise dans l'ombre, prête à entendre le rapport d'activité hebdomadaire du mystérieux groupe connu sous le nom de Blue Moon. Ushu, le péché de la colère, écoute ses camarades rendre compte de leur mission réussie. Une jeune fille joyeuse aux oreilles de chat rapporte qu'elle s'est occupée de tout dans sa région assignée. Seol Young, le péché de l'orgueil, déclare fièrement qu'elle s'est occupée de tous les marchands d'esclaves. Elle montre sa nouvelle tenue et plaisante sur un jeu auquel elle a joué avec ses victimes avant de les éliminer. Rin, le péché de la gourmandise, confirme calmement que tous les corps de la mission de Seol Young ont été enterrés. Elle rapporte ensuite que la région sud a également été prise en charge, son expression étant sérieuse. Un jeune homme aux cheveux argentés ajoute que les laboratoires illégaux d'expérimentation humaine et l'organisation Avalon ont été traités. Ré le péché de la pureté sourit, confirmant que leurs ennemis ont été réduits en miettes sans laisser de traces. Yushia sourit, ravi que tout se déroule selon la volonté de leur maître,
et ils sont l'organisation secrète Blue Moon, et ils existent pour servir la Grande Lune et leur maître. YE croit donc que, selon la volonté de leur maître, tout est parfait et qu'il ne peut y avoir aucun problème. Cependant, Deus s'approche d'elle avec un document dangereux découvert lors de la purge du Sud. La confiance parfaite de Yush vacille lorsqu'elle lit le contenu choquant du document. Les autres membres de Blue Moon observent, leurs expressions devenant sérieuses alors qu'ils attendent sa réaction. Le reste du groupe sent la gravité de la situation, leur attitude joyeuse habituelle étant remplacée par un silence tendu. Le document révèle un complot sinistre. Après la mort du comte malade, un complice éliminera l'héritier par empoisonnement. 2 ans plus tard, Alan assiste à un autre enterrement. Cette fois, c'est pour son père, le comte Palacio. La cause officielle du décès du vieux comte est un arrêt cardiaque, son visage étant paisible dans le cercueil. Cependant, compte tenu de ses antécédents de toxicomanie, Alan sait que la cause réelle est loin d'être naturelle. Et donc, à l'enterrement, il surprend une conversation sur la lune bleue qui a pris en embuscade et anéanti un autre groupe pendant la nuit, et réalise donc que les gens commencent enfin à prendre la lune bleue au sérieux comme une menace. Sans personne pour le pleurer, l'enterrement du comte se termine dans un silence calme et sombre. Et alors qu'Alan et son chevalier s'éloignent, Liu, le nouveau chef de la famille, les observe de loin. De retour au manoir maintenant vide, son chevalier demande même à son maître quels sont ses projets pour l'avenir. Le chevalier est choqué de voir Alan faire ses bagages et on lui dit de commencer à faire les siennes également. Alan déclare qu'il quitte le domaine, au grand étonnement de son compagnon, et il précise donc qu'ils ne partent pas pour de bon, mais qu'ils se dirigent plutôt vers la partie sud du territoire. Et alors que son chevalier devine correctement que leur destination est Rodmul, un petit village du sud, Alan confirme son intention de déménager dans le village tranquille, et il prépare une calèche pour leur départ. Léo regarde depuis un balcon la calèche de son jeune frère quitter le grand domaine. Son expression est froide et calculatrice alors qu'il les regarde partir, ses véritables intentions étant cachées. Dans leur nouvelle maison, Alan et son chevalier mènent une vie paisible, Alan leur préparant un simple petit déjeuner. Le jeune noble retourne une tranche de pain grillé, appréciant les plaisirs simples de sa nouvelle vie tranquille. Cependant, seulement 3 jours après leur arrivée, il est contraint de retourner au manoir du comte une fois de plus. Il arrive pour trouver un autre enterrement, cette fois pour son frère aîné Léo. Alan est frustré d'être de retour dans le manoir imbibé de sang, se demandant pourquoi tous les drapeaux de la mort sont différents cette fois, et il regarde le corps de Léo dans le cercueil et note que la cause du décès est une lame qui a percé son cœur. Il se demande qui a bien pu tuer son frère aîné, puissant et impitoyable. Alors qu'il contemple le mystère, il croise accidentellement le regard de l'un des autres personnes en deuil. L'homme panique immédiatement et s'excuse d'avoir croisé son regard, rapidement traîné à l'écart par un autre invité nerveux. Alan est confus par le comportement étrange de l'invité, se demandant pourquoi ils agissent tous soudainement avec tant de peur envers lui. Les autres personnes en deuil chuchotent entre eux et s'éloignent rapidement alors que son chevalier, Yeben, s'approche de lui. Le jeune maître demande à son compagnon s'il a trouvé des informations concernant la mort subite de son frère. Le chevalier se souvient d'une conversation passée où il avait demandé à Alan si c'était lui qui avait anéanti toute l'organisation Avalon du jour au lendemain. Alan regarde, complètement déconcerté par la situation alors que les invités continuent de lui laisser beaucoup d'espace. L'histoire revient sur le jour où Alan est parti pour Lomo. Alors que sa calèche part, son compagnon entame une conversation sur leur destination. Le compagnon demande pourquoi il a choisi Lodmul, suggérant qu'une ville aurait été une meilleure option. Alan fredonne simplement en considérant la question. Avec un sourire confiant, Alan est fermement en désaccord. Il déclare que Lodmul est la destination essentielle finale de son grand projet. Il explique que sa mission était de sauver les 5 grands péchés de leur malheur, empêchant ainsi un avenir rempli de désespoir. En modifiant leur destin, il a réussi à arrêter la destruction du monde et à instaurer une ère de paix pour tous. Il a choisi Lodmel parce que c'est complètement hors de propos par rapport aux événements de l'histoire originale. En plus, il y a une villa luxueuse qui l'attend. C'est l'endroit parfait pour enfin vivre une vie paisible et tranquille comme un noble, loin de tout le chaos qu'il a dû endurer. Mais son compagnon n'est pas convaincu par cette simple explication. Il fait remarquer que le jeune maître devient toujours évasif quand quelque chose le dérange. Elon s'éclaircit maladroitement la gorge, essayant rapidement de changer de sujet et de mettre fin à la conversation. Pendant ce temps, de retour au domaine qu'il vient de quitter, une silhouette solitaire observe depuis un balcon élevé la disparition du carrosse sur la route. L'homme, Léo, le frère aîné d'Alan, fixe le carrosse. Il se demande froidement s'il ne devrait pas faire tuer son frère. Il songe que de toute façon, ce garçon ne sert à rien. Il a même pensé à l'empoisonner après la mort de leur père, mais il ne l'a jamais fait. Et comme son jeune frère part maintenant pour la frontière sans faire d'histoire, Léo ne voit aucune raison immédiate de se donner la peine de le tuer. Il ricane, pensant que peut-être ses propres difficultés avec Avalon sont la vraie raison pour laquelle il laisse tomber l'affaire pour l'instant, et sa main se serre sur la balustrade en pierre. Finalement, il décide que son frère n'est rien de plus qu'une nuisance persistante. Se détournant de la vue, Léo appelle un homme nommé Allemand. Il donne un ordre simple, suivre le carrosse qui part. Allemand, qui se révèle être le bras droit de Léo, demande si cela signifie qu'il veut qu'il assassine la cible.
Léo se retourne, une pointe de surprise sur son visage. Il semble surpris que son subordonné remette en question un ordre aussi simple. Il trouve cela étrange, notant qu'Allemand est quelqu'un qui a toujours suivi chaque ordre sans une seule plainte. La remise en question soudaine de son subordonné le plus obéissant rend Léo méfiant et le met sur les nerfs. Agacé, Léo rappelle froidement à son subordonné que son seul travail est de faire ce qu'on lui dit sans poser de questions. Mais avant qu'il ne puisse finir, Allemand frappe soudainement, portant un coup puissant et brillant directement dans la poitrine de son maître. Étonné et saignant, Léo baisse les yeux sur l'épée qui le transperce, accusant son subordonné autrefois loyal d'oser le trahir. L'attaquant répond calmement qu'il aime bien les jeux de guerre, révélant un motif caché derrière ses actions. Il est alors révélé qu'Allemand est en fait un Hidden, un membre de l'organisation Blue Moon qui a trouvé son temps au service de Léo amusant. Il explique que son organisation suit un credo de la Red Moon, où la Blue Moon agit comme une épée, ne se déplaçant que lorsqu'elle est maniée. Cependant, poursuit-il, si quelqu'un ose essayer de nuire à la Grande Lune, son allégeance change immédiatement. Dans ce cas précis, ils sont autorisés à agir seuls. Il retire ensuite brutalement son épée de la poitrine de Léo. Alors que son ancien maître chancelle, Hayden révèle qu'il a attendu 2 ans que Léo donne enfin l'ordre de nuire à la Grande Lune. Léo le menace faiblement avec ses hommes, mais Hayden rétorque qu'avec ces derniers mots, Avalon est maintenant condamné à disparaître du continent, regarde sans émotion Léo s'effondrer, faisant remarquer que toute la situation est dommage. Il déclare que la Grande Lune avait donné une chance à Léo. Il jette ensuite l'homme mourant du balcon dans la nuit, et la scène se déplace vers la paisible ville de Lodmol, baignée dans la lumière chaude d'un soleil levant. À des kilomètres de la trahison, Alan se réveille et s'étire, pensant joyeusement que Lodmul est vraiment un paradis. Il s'assoit dans son lit, profitant d'une autre matinée paisible et de la liberté de se réveiller quand il le souhaite. Lui et son compagnon prennent un petit déjeuner tranquille ensemble, un plaisir simple qu'il peut enfin savourer. Alors qu'il savoure une tranche de pain grillé, il réfléchit à la façon dont il pourrait enfin vivre comme un vrai noble et plaisante même sur le lancement d'une entreprise de pain grillé. Mais son repas tranquille est interrompu lorsque son compagnon se précipite, annonçant qu'un télégramme vient d'arriver pour le jeune maître. Pris de court, la main d'Allon glisse et le morceau de pain grillé beurré sur sa fourchette commence à tomber. Le morceau de pain grillé atterrit avec un bruit sourd sur le sol propre, sa garniture face vers le bas. Le télégramme contient une nouvelle choquante. Suite à la mort de son frère, Léo Palacio, le retour immédiat d'Allon au domaine est demandé. Il fixe le message avec incrédulité. Son court paradis de paix, son essai gratuit de 3 jours, a pris une fin abrupte et inattendue, et il se retrouve donc de retour au domaine Palacio, debout sombrement à côté de son compagnon alors qu'il contemple le cercueil ouvert de son frère. Il remarque bientôt que tous les serviteurs et gardes tremblent de peur. Il se demande pourquoi tout le monde réagit de manière aussi extrême. Son compagnon se tourne alors et lui demande directement depuis quand il est devenu le cerveau responsable de la destruction de l'organisation Avalon. Alan est complètement muet, ayant l'impression d'être jeté dans une simulation ininterrompue de situations folles et incroyables. Assis plus tard avec son compagnon, il demande une explication simple qu'il puisse comprendre sur les raisons pour lesquelles il est soudainement le principal suspect. L'homme explique que c'est parce qu'Alan est la seule personne qui a quelque chose à gagner de la mort de son frère et de la disparition d'Avalon. Le timing était trop parfait. Léo a été assassiné juste après leur départ du manoir, donnant à Alan un alibi parfait et faisant de lui le nouvel héritier. De plus, avec toute l'organisation Avalon anéantie, il ne reste plus personne pour causer des problèmes ou enquêter correctement sur la mort de Léo. Son compagnon conclut avec emphase, déclarant qu'Alan est désormais le cerveau du comté avec un puissant assassin à ses côtés. Submergé, Alan s'assoit, essayant de comprendre par où commencer. Il ne connaît aucun groupe capable d'un tel exploit. Il se souvient alors d'une conversation précédente et interroge son compagnon sur une organisation qui chasse les autres. L'homme suggère la Blue Moon. Cependant, son compagnon rejette rapidement cette idée, affirmant que la guilde de l'information a déjà signalé qu'il est peu probable que ce soit eux. Il explique donc que la Blue Moon ne laisse peut-être pas de corps, mais ils laissent toujours leur marque distinctive comme carte de visite. Dans ce cas, cependant, les membres d'Avalon ont été brutalement tués à l'épée et la scène du crime a été décrite comme une vision de l'enfer. Elon comprend enfin la situation. C'est pourquoi tout le monde le considère maintenant comme un cerveau impitoyable avec un maître d'épée à son service. Il se souvient que la Blue Moon n'est jamais apparue dans le jeu. Il en déduit qu'un groupe aussi faible ne pourrait pas être le véritable coupable et se demande qui c'était. Il se tourne vers la jeune fille aux cheveux argentés qu'il a sauvée, qui est maintenant l'une de ses alliées, et lui demande si son groupe a réussi à trouver des traces sur les lieux. La jeune fille aux cheveux verts s'avance à la place, confirmant qu'ils n'ont rien trouvé. Elle et les autres semblent prêts à se battre. La jeune fille aux oreilles de chat intervient avec enthousiasme, brandissant son poignard et confirmant qu'il y avait juste beaucoup de corps sur les lieux. Dans un flashback, un jeune garçon avec des ailes de papillon lumineuses annonce leur arrivée. Il déclare qu'il reste 486 membres d'Avalon, et tout comme leur patron l'a ordonné, ils ont agi pour s'occuper des forces restantes de la tristement célèbre organisation. Un jeune homme aux cheveux blancs avec une épée massive confirme avec un sourire qu'ils ont coupé chacun d'eux en deux.
La jeune fille aux cheveux argentés regarde la destruction avec un sourire satisfait, jugeant leur travail parfait et le résultat bon. En seulement 5 jours, l'énorme organisation Avalon, qui détenait autrefois un immense pouvoir sur le royaume d'Astéria, a été complètement réduite en poussière. De retour dans le présent, la jeune fille dit au jeune homme aux cheveux blancs que le nettoyage n'est pas tout à fait terminé, ce qui l'incite à lui demander ce qu'elle veut dire, et le jeune homme présente ensuite un dossier, révélant qu'il a trouvé des preuves que d'autres nobles étaient liés aux activités illicites d'Avalon. Il souligne en particulier le duché d'Alcha qui semble avoir été très profondément impliqué dans l'organisation désormais disparue. La jeune fille aux cheveux argentés se tait un instant, absorbant les nouvelles informations sans aucune réaction extérieure. Elle lève ensuite les yeux avec un sinistre reflet rouge dans les yeux, déclarant avec assurance qu'il sait déjà ce qu'elle va dire. Son équipe composée de la jeune fille aux oreilles de chat, du garçon aux ailes et de la jeune fille aux cheveux verts, est prête à suivre ses ordres. Le jeune homme aux cheveux blancs sourit, prêt à passer à l'action. Il dit qu'ils s'occuperont des nouvelles cibles discrètement et efficacement. La chef ferme les yeux un instant, comme pour se préparer à la prochaine étape de leur plan. Elle se tourne ensuite vers la fille aux cheveux verts et demande si la guilde d'information est propre et si tout est en ordre de ce côté-là. La fille confirme que la guilde considère l'affaire comme sans lien avec la lune bleue, et son compagnon félin présente les documents avec empressement. Toutes les guildes partagent la même position, attribuant l'ensemble du massacre à un événement qu'ils appellent désormais l'enfer créé par le maître d'épée. Et donc, les documents flottent autour de lui. Le garçon et les demande s'ils doivent maintenir la surveillance sur les nouvelles cibles. Leur chef insiste pour qu'ils la maintiennent, ajoutant que cette affaire ne doit absolument pas atteindre cette personne, son expression devenant sérieuse. Elle précise ensuite à son groupe que cette affaire particulière n'était pas un ordre officiel. C'était une affaire personnelle parce que Léo a ciblé Elan, et elle rappelle à son équipe qu'une épée est censée penser par elle-même. Elle existe seulement pour être maniée par son maître. La lune bleue ne doit jamais bouger sur commande, et elle les avertit de toujours se souvenir que cette personne sait tout ce qu'ils font. Et elle donne un dernier avertissement sévère à ses subordonnés, leur disant de ne jamais décevoir celui qu'ils servent. Le garçon aux ailes de papillon a l'air perplexe, avouant à lui-même qu'il ne comprend pas quelque chose à propos de leur chef, Yuria. Il trouve étrange qu'une personne avec une capacité aussi écrasante ressente autant d'anxiété et de nervosité à l'idée d'être découverte. Après un moment, il semble parvenir à une conclusion, levant les documents et déclarant qu'il comprend maintenant que tout ce qu'ils font est pour la Grande Lune, pour cette seule personne. La scène passe ensuite à la nouvelle résidence d'Alan la nuit. À l'intérieur, Alan est complètement épuisé, affalé sur un bureau rempli de paperasse et marmonnant qu'il n'en peut plus. Après les funérailles de son frère, il a été incroyablement occupé pendant un mois, forcé de gérer toutes les affaires du domaine. Tout ce qu'il veut, c'est se détendre et vivre de son argent comme un noble convenable. Il a l'impression de l'avoir mérité, même s'il a acquis un certain ressentiment. Le problème est que la mort de Léo, qui était censée se produire 6 ans plus tard, a radicalement changé la chronologie, accumulant tout le travail sur lui. Alors qu'il est sur le point de désespérer, on frappe nerveusement à la porte, et plusieurs vassaux entrent, portant encore plus de piles de documents. Alan soupire en se demandant pourquoi tout le monde travaille si dur. Il se souvient que lorsque le comte précédent était là, ils étaient tous paresseux. Les vassaux sont maintenant terrifiés, prenant son silence pour de la colère. Ils pensent qu'ils doivent travailler encore plus dur parce qu'ils ne veulent pas mourir. Elon réalise que les vassaux travaillent aussi sérieusement à cause des rumeurs selon lesquelles il serait un cerveau. Il souhaite juste qu'ils s'occupent eux-mêmes des choses. Plus tard, son compagnon le trouve en train de faire rôtir des patates douces sur un feu magique, appelant le jeune maître. L'homme admet qu'il est sincèrement surpris par la croissance rapide et la capacité magique d'Elon. Il note qu'atteindre le 2e niveau de magie en seulement 2 ans d'auto-apprentissage est un signe de talent remarquable et rare, et généralement, il faut environ 4 ans d'entraînement dédié, et même alors, il faut être né avec le don de la magie pour pouvoir l'utiliser. Elon minimise, disant qu'il a juste pratiqué dur pour se défendre parce qu'il était si inquiet des menaces potentielles. Il rejette ensuite son propre talent, se demandant à quoi bon quand ses compétences ne sont qu'à moitié cuites et incomplètes. Dans un bref flashback, il se souvient de quand il a commencé à pratiquer, trouvant étrange d'utiliser la magie dans un monde fantastique. À l'époque, il croyait qu'il pouvait juste étudier lentement, pensant qu'une fois son plan principal terminé, il serait à l'abri de tout danger. Mais maintenant que la survie est une réelle préoccupation, il a réalisé la vérité. Son trou de mana est incroyablement petit, et rien de ce qu'il essaie ne semble fonctionner. Le trou de mana avec lequel une personne naît est un trait fixe, un peu comme le type de corps naturel d'un athlète, et il ne peut pas être changé. Et alors qu'il visualise ses propres voies énergétiques, il conclut que son trou de mana personnel est malheureusement un peu très petit. Il est si petit en fait qu'aucune quantité d'entraînement ne peut surmonter cette limitation fondamentale de son pouvoir. Alors qu'il est sur le point d'abandonner, son compagnon Ivan intervient, tenant une enveloppe et annonçant qu'une invitation à une danse est arrivée pour lui. Elon lève les yeux de ses patates douces rôties, surpris par la nouvelle inattendue, et s'interroge sur l'idée d'assister à une soirée dansante. La scène change et Alan est maintenant vêtu d'un bel uniforme formel avec une cape ressemblant en tout point à un noble de haut rang. Malgré son apparence impressionnante,
il ressent déjà une vague d'épuisement juste en étant présent à ce grand événement, et la narration explique donc qu'il s'agit d'un bal régulier organisé dans le but de créer des liens entre les nobles du royaume d'Astéria du Sud. Il décide que puisqu'il sera bientôt le comte, il devrait profiter de cette occasion pour établir des relations pour l'avenir. Cependant, lui et son compagnon se tiennent maladroitement à l'écart, isolés de la foule se mêlant dans l'opulente salle de bal. Un jeune noble nommé Lim les approche, mais alors qu'il salue Alan, le jeune comte semble reculer nerveusement. Après la brève et froide salutation, Lim et son groupe dépassent immédiatement Alan sans un mot de plus, l'ignorant ostensiblement. Evan essaie de le réconforter, lui disant de ne pas être contrarié, mais Alan insiste froidement sur le fait qu'il n'est pas du tout dérangé, et il déclare qu'il s'attendait pleinement à ce genre de traitement. Il dit ensuite à Evan qu'il sera de retour et s'éloigne avec un regard déterminé. Il sait qu'il est ignoré parce que lui et sa famille manquent de la dignité et de la réputation attendue de la haute noblesse. Contrairement à son illustre arrière-grand-père, la famille Palacio actuelle est considérée comme le mouton noir de l'Est, mais il n'est pas venu ici sans un plan. Il décide d'utiliser les compétences sociales qu'il a secrètement pratiquées pour renverser la situation. Il approche une jeune femme et commente le vin, notant que son goût est vraiment unique et intéressant. Se penchant avec une expression intense, il ajoute que l'arôme semble particulièrement distinctif et agréable. Avec un sourire effrayant, il dit qu'il aimerait en avoir quelques bouteilles à la maison, pensant qu'une expression douce est un must pour la socialisation. Cependant, son approche trop intense terrifie complètement la jeune femme, qui le regarde avec de grands yeux craintifs. Elle balbutie qu'elle va parler à son père et préparer le vin pour lui tout de suite avant de s'enfuir en panique complète, et il réalise donc que ce n'est pas ce qu'il voulait alors que les autres nobles murmurent qu'il est un plus grand scélérat que ses infâmes frères. Dans le déni, Alan conclut simplement que la jeune femme doit être particulièrement timide, refusant d'accepter son échec social. Un peu plus tard, son compagnon approche, remarquant avec un peu de crainte que son butin a de nouveau augmenté d'une manière ou d'une autre. La liste des cadeaux comprend un beau cheval, du thé et du vin, mais Alan est abattu, déplorant que même ses études de vin aient été inutiles. Il accepte finalement que le nom de famille Palacio soit bien plus infâme et détesté qu'il ne l'avait jamais imaginé. En raison des rumeurs selon lesquelles il aurait tué ses frères scélérats, il semble être devenu une personne que tout le monde évite à tout prix. Il dit à son compagnon qu'il va prendre l'air. Son ami dit simplement d'accord alors qu'il le regarde s'éloigner. De loin, une femme élégante aux cheveux roux éclatants l'observe avec une expression calme tout en sirotant son vin. Elan trouve un balcon tranquille et s'appuie contre la rambarde, regardant le ciel nocturne et prenant une profonde inspiration. Il se demande où tout a mal tourné quand une voix douce et féminine lui demande soudainement si elle peut lui parler un instant. Il se retourne, complètement surpris que quelqu'un veuille bien l'approcher après la façon dont les autres invités se sont comportés. Il regarde vers la porte ornée, essayant de distinguer qui lui parle depuis l'ombre. La voix mystérieuse dit simplement « C'est moi ». Alors qu'il attend que la personne s'avance dans la lumière de la lune et révèle son identité, une jeune femme aux longs cheveux bruns apparaît, se présentant comme Loria, la troisième fille de la maison ducale Alcy. Il reconnaît immédiatement le nom de famille Alcy et salue la jeune femme avec un nouveau sentiment de prudence. Il se souvient du jeu que la famille Alchia est l'un des trois grands méchants connus sous le nom de Mouton Noir du Nord. Il se dit que quiconque voudrait bien lui parler ne pourrait pas être une personne ordinaire étant donné sa réputation actuelle, mais alors qu'il regarde Loria, il a du mal à se souvenir d'elle. Il ne se souvient pas avoir déjà vu cette fille dans le jeu. Loria sent sa confusion et décide d'aller droit au but avec sa demande. Elle le regarde en suppliant. Elle lui demande de lui prêter sa force, une demande qui envoie une décharge à travers Alan alors qu'il la fixe en retour avec des yeux brillants. La jeune noble continue, sa voix tremblant légèrement. Elle révèle qu'elle sera bientôt assassinée. Sa confession flotte dans l'air alors qu'ils se tiennent seuls sur le balcon éclairé par la lune. La jeune fille baisse les yeux, serrant nerveusement ses mains en attendant sa réponse à sa révélation choquante. Elle explique qu'elle a toujours reçu l'affection de son père et que, jusqu'à présent, elle était protégée en tant que fille de sa maîtresse. Mais maintenant, le duc d'Alcy est tombé gravement malade, et sa position au sein de la famille est devenue incroyablement précaire. Avec son père sur son lit de mort, ses sœurs complotent maintenant pour la tuer. Elle conclut que sa situation n'est qu'une question de survie. Alan comprend enfin pourquoi il ne se souvient pas d'elle. Il se rend compte que dans la chronologie originale du jeu, elle était déjà morte avant même que l'histoire ne commence. Loria implore alors désespérément son aide, mais sans hésitation, Alan refuse catégoriquement sa demande, tournant le dos à la jeune noble désespérée. Avant qu'il ne puisse partir, elle lui dit que s'il l'aide, elle lui donnera la moitié de la maison Alcy, mais il la coupe. Il pense que sa situation est pitoyable, mais il a déjà assez de mal à rester en vie et peut inviter plus de dangers. Il sait aussi que même s'il voulait aider, il n'a pas de pouvoirs spéciaux à offrir, contrairement à ce que les rumeurs suggèrent. Loria le regarde s'éloigner, son expression passant du désespoir à une détermination tranquille. En quittant le balcon, Alan serre son col, ressentant une sensation soudaine et accablante de suffocation. Alors qu'il se retourne pour partir, la jeune femme l'appelle une dernière fois, lui disant que quelque chose de bien lui arrivera. Il traverse la salle de bal maintenant vide, espérant silencieusement que la jeune fille désespérée réussira à trouver un bon allié pour l'aider.
Pendant ce temps, deux silhouettes encapuchonnées observent d'en haut. L'un note qu'Alcy s'est approché de la grande lune et envisage d'informer la lune rouge, mais l'autre silhouette dit que ce ne sera pas nécessaire. Elle explique que, selon leurs informations, Loria n'est pas liée à Avalon. Cela signifie que la jeune noble n'est pas l'une des cibles de Reden, ce qui simplifie considérablement leur mission actuelle. La première silhouette convient que cela facilite les choses car le reste de la famille Alcua sera de toute façon traité. Ils ont maintenant un nouvel objectif. Selon l'ordre de la lune rouge, leur priorité est de couper le flux d'informations afin que l'incident d'Avalon n'atteigne jamais la grande lune. De retour sur la piste de danse, Alan lève les yeux par hasard, remarquant les deux silhouettes mystérieuses qu'il observe depuis le balcon au-dessus. Il a l'impression qu'il y a une barrière invisible autour de lui lorsque la femme aux cheveux roux d'avant s'approche soudainement et le salue. Il est complètement déconcerté, se demandant si les salutations étaient vraiment pour lui. Il répond par un simple bonjour, se sentant un peu plein d'espoir, mais ensuite il reconnaît son visage du jeu et pense immédiatement qu'elle est encore un autre personnage louche. La femme sourit timidement derrière son éventail, et Alan en conclut que quiconque l'approche en premier ne peut pas être un noble normal. Il décide de jouer le jeu, la saluant formellement en tant que Dame Zenonia. Elle feint la surprise, lui demandant comment il connaît son nom. Alan répond calmement que, bien sûr, il la connaît, et expliquant qu'elle est assez célèbre dans tout le royaume. Il se souvient des 3 grandes maisons de méchants d'Hystéria. Au nord, il y a la tristement célèbre maison Alcia. À l'est, il y a sa propre famille, la maison Palacio des Honorés et Redoutée, connue sous le nom de Mouton Noir. Et enfin, à l'ouest, il y a les dégénérés notoires de la famille Zenonia, qui détiennent un pouvoir important. La fille du comte Zenonia, Clelda, a demandé avec espièglerie si elle était vraiment si célèbre, un regard sournois dans les yeux. Alan se souvient que si sa famille est considérée comme une bande brutale, les Zenonia sont un syndicat de style corporatif beaucoup plus raffiné. Il se sent complètement vaincu, réalisant qu'il voulait seulement établir des relations paisibles, mais il ne cesse de croiser des méchants majeurs à la place. Il décide de jouer le rôle d'un noble suave, lui disant qu'il la connaît parce qu'elle est belle, mais il résout intérieurement de ne jamais s'impliquer. Kalia le remercie pour le compliment et, avec une lueur dangereuse dans les yeux, suggère qu'il parle plus intimement. Alon décline rapidement, déclarant qu'il y a trop d'yeux qui les regardent. Il la supplie silencieusement de le laisser partir tranquillement. Elle lui adresse un sourire entendu, commentant qu'il est exactement comme le disent les rumeurs, ce qui ne fait qu'accroître sa panique intérieure. Alors qu'elle s'éloigne, elle lui dit qu'elle a hâte de le revoir, le laissant complètement déconcerté par la rencontre, et l'élégante femme disparaît dans la foule de nobles, sa mission de tester le nouveau comte Palacio semblant terminée pour le moment. Alana est restée seule, complètement confuse par l'interaction soudaine et étrange avec la tristement célèbre Dame Zenonia. En haut, les deux silhouettes encapuchonnées signalent que les informations sur l'incident d'Avalon sont parfaitement contenues. Mais il y a une nouvelle préoccupation. Il semble que Kalia Zenonia observe constamment Alon. Elan. L'une des figures note que le jeune comte a maintenant une queue, et puisqu'ils n'ont pas d'ordre direct à son sujet, il décide de simplement la surveiller et de l'éliminer si elle devient une menace. Quelque temps plus tard, Alan et son compagnon se tiennent devant un canyon profond et sombre, demandent même si son seigneur est certain de cet endroit. Alan ignore la question, notant à quel point il fait sombre à l'intérieur du canyon malgré le grand jour. Il a enfin trouvé son véritable objectif. Il s'aventure à l'intérieur, où il trouve d'anciennes pierres recouvertes de runes bleues brillantes. Elon est soulagé de voir que c'est la vraie affaire. Il révèle que sa véritable raison de venir jusqu'au sud était de trouver un endroit précis, le labyrinthe des murmures. Il explique que si l'on peut résoudre les énigmes dans les 8 chambres du labyrinthe, on gagnera un artefact précieux en récompense. Il sourit avec assurance, se souvenant de toute la procédure pas à pas du jeu. Il est enfin temps de savourer la joie d'un bon broyage à l'ancienne. Il dépasse les runes massives et brillantes qui marquent l'entrée, prêt à relever les défis de l'ancien labyrinthe. Elon est émerveillé de voir l'entrée du labyrinthe dans la vraie vie. Même s'il en a eu marre dans le jeu, c'est différent maintenant. Evan est impressionné par le canyon demandant comment son maître connaît de tels endroits. Alan dit simplement qu'il avait l'habitude de venir ici souvent, puis il rejette la confusion de son compagnon comme une rêverie et lui dit qu'il devrait y aller, laissant l'autre homme complètement déconcerté. À l'intérieur du labyrinthe, Evan lève les yeux vers un énorme bloc de pierre suspendu de façon menaçante au-dessus de sa tête, réalisant qu'il les écrasera s'ils échouent à une énigme. Le bloc tombe soudainement, les manquant de peu alors que du sang gicle d'en haut, indiquant qu'un piège a été déclenché ailleurs. Evan se demande comment son seigneur peut rester aussi calme dans une situation aussi dangereuse. Alors que le jeune noble regarde simplement le consul des énigmes, il réfléchit à leurs 4 années passées ensemble, toujours incapable de comprendre le grand plan de son maître après tant de missions aléatoires et sans rapport. Il se demande aussi comment Alan sait tout sur cet endroit, même s'il n'a soi-disant jamais quitté la maison auparavant de sa vie. Et malgré sa confusion, il a appris que suivre son mystérieux jeune maître a toujours mené à quelque chose de bien à la fin. Alors qu'une porte cachée commence à s'ouvrir, Alan ressent une vague de nausée, sachant à quel point la prochaine partie est brutale. Ils atteignent enfin la salle au trésor, et Yvan est soulagé que l'épreuve soit enfin terminée. La chambre est remplie d'or scintillant,
et Alan lui dit de simplement prendre la bague noire de la main squelettique au centre de la pièce et de tout laisser le reste. Evan est choqué que la bague d'apparence simple soit leur seul objectif, mais Alan insiste sur le fait que le reste n'apportera que des ennuis. Il prend la simple bague noire, la contrainte, ayant enfin obtenu l'artefact pour lequel il est venu jusqu'ici. Il assure à son compagnon qu'il n'y aura rien de dangereux sur le chemin du retour, mais l'homme a toujours l'air incroyablement nerveux. Alors qu'ils partent, Evan pense que le labyrinthe était facile, mais il sursaute quand Alan s'arrête soudainement. Son seigneur semble s'attendre à quelque chose et se rend même compte avec une horreur croissante que les piles de pierre dans le canyon étaient en fait des golems. Face à un ennemi inconnu et puissant, Evan dégaine immédiatement son épée, déterminé à trouver un moyen de sortir son seigneur vivant de là. Elon pose une main sur son épaule, lui disant que cette fois, c'est lui qui gérera la menace. Il dit à son fidèle compagnon que peu importe ce qu'il prévoit, leur priorité absolue est de s'échapper du canyon. Evan panique en réalisant que la magie de second niveau de son maître ne suffira pas à vaincre les puissants golems de pierre, mais elle lève calmement l'anneau noir qu'il vient d'acquérir et prononce une seule commande, contrainte, début. Un flash de lumière aveuglant provenant de l'anneau, engloutissant tout le canyon alors qu'Alan libère la véritable puissance de l'artefact. Il se retrouve dans un espace semblable au vide où une voix puissante lui ordonne de prononcer les deux contraintes qu'il souhaite imposer. Il reconnaît ce moment du jeu où une fenêtre de sélection apparaîtrait, confirmant que la voix fait partie du pouvoir de l'artefact. La mystérieuse voix divine appartient à la volonté de la récompense du labyrinthe, l'artefact connu sous le nom de contrainte. Comme son nom l'indique, c'est un artefact de type absorption qui impose des restrictions à l'utilisateur en échange d'une immense puissance. La simple présence de la voix lui donne l'impression que tout cela est réel, pas seulement une mécanique de jeu. Alors qu'il se prépare à énoncer sa première contrainte, la voix de l'artefact retentit, lui ordonnant d'exprimer son premier désir sans hésitation. Elon déclare que, pour sa première contrainte, tous les sorts nécessiteront absolument les sceaux manuels de Baboloya. Mais la voix demande ce qu'il souhaite en retirer. Il répond qu'il veut le pouvoir de tordre un peu plus les lois du monde, et sa demande est immédiatement accordée, et il sent la puissance de l'artefact le traverser. Acceptant sa première condition, il se prépare ensuite à énoncer sa deuxième contrainte, sentant l'immense pouvoir qu'il vient de débloquer parcourir ses veines. La voix lui ordonne d'exprimer sa deuxième condition. Il déclare que dans tous les sorts, seuls les mots sacrés de Babaloya peuvent être utilisés. Lorsqu'on lui demande ce qu'il cherche, il répond que son but est le même qu'avant. Il cherche à tordre davantage les lois de la réalité. L'entité puissante semble hésiter un instant, une question silencieuse planant dans le vide cosmique autour d'eux. Alain commence à s'inquiéter d'avoir tout gâché même s'il a pris soin d'imiter parfaitement les icônes de compétences du jeu. Il sait que choisir à la fois les sceaux et les mots pour la contrainte donne la puissance d'attaque magique la plus élevée possible, donc ça doit marcher. Finalement, la voix accepte sa deuxième condition, le reconnaissant comme un humain qui se souvient du grand dieu oublié. La voix lui offre sa gratitude pour avoir perpétué la volonté du dieu oublié, le laissant totalement confus par cette déclaration. Soudain, il est de retour dans le canyon. L'anneau noir à son doigt se dissout en lumière et est absorbé dans son corps. Evan crie d'alarme en regardant avec horreur le golem de pierre géant abattre son énorme poing sur eux. Le golem est à quelques instants de les écraser, son corps de pierre brillant d'une énergie rouge menaçante, et son compagnon crie désespérément que son pouvoir ne suffit pas, tendant la main comme pour l'empêcher d'affronter seul les golems. Même après avoir versé tout son mana dans le sort, la sphère de foudre qui se forme dans sa main reste faible et pâle. Il sait que peu importe combien il s'entraîne, c'est la limite absolue de sa capacité magique naturelle en raison de son petit trou de mana. Face à la horde de golems de pierre massif, il décide que c'est le moment idéal pour tester la véritable puissance de la contrainte. Alors que la sphère de magie dans sa main éclate avec une brillante énergie bleue, il se prépare à payer le prix que l'artefact exige en échange de pouvoir.